Merci de rester à notre compagnie. C'est New World Forum. Nous parlons cette semaine des défis de la consommation locale dans l'espace UEMOA avec 3 personnes ressources. Fossou Pandoro Lawson Echeli, le directeur de l'agence togolaise de normalisation ATN, Moïse Payenam Pitassa. Il dirige le réseau pour la promotion de l'agroalimentaire en Afrique, REPA Afrique. Et le 3e invité, Emmanuel Huelete Yaoso Gadji, le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Et donc, dans la première partie, on s'est intéressé à la définition de ce qu'on peut appeler consommation locale et des facteurs de la faiblesse de cette consommation. Et avant la pause, nous étions en train d'évoquer les relents idéologiques de cette faible consommation locale. Monsieur Lawson Echeli, est-ce que les Africains, surtout au sud du Sahara, ne sont pas conditionnés pour consommer externe? Ben, c'est fait exprès. Pour que nous consommons tout ce qui vient de l'extérieur. Si nous regardons par exemple le business des habits, vous verrez que aujourd'hui le marché des friperies génère plus de 500 milliards. Je parle de 500 milliards, les friperies. Mais bon, pour le commun des mortels, c'est rien du tout. Mais vous allez voir, à Lomé, le business qui marche aujourd'hui, c'est la friperie. Mais ces habits ont été déjà conçus par d'autres parties du monde, vendus tout neufs. Les gens les ont utilisés, mais après, ils ont trouvé que dans le cas de l'économie circulaire, il faut qu'il y ait une deuxième vie. Et on a recyclé dans un business qu'on envoie vers les pays en voie de développement qui n'ont pas, entre guillemets, les moyens de s'octroyer des habits neufs dignes de ce nom qu'on a déjà porté et griffé, mais qu'on leur retourne et qu'on prend nos maigres économies, qu'on renvoie encore vers eux. Tout ceci, c'est psychologique. Maintenant, rien que cet exemple-là, si la consommation locale tournait autour de ce que nous portons, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Ben écoute, on parle de milliards, mais le problème est que nous ne détenons pas notre économie dans notre main. La plupart de nos économies sont entre les mains des étrangers. Et on va appeler les investisseurs. Et ces investisseurs, ce qui se passe, tout ce qu'ils gagnent, ils rapatrient. Ça, c'est encore le deuxième volet de notre sous-développement. On ne va jamais se développer dans ce cas-là. Moi, je vais vous donner un cas très simple que je viens de voir hier, qui m'a un peu fait titre à la tête. Et les poteaux qui sont électriques qu'on est en train de poser sur la route de Kégué, j'ai essayé de regarder. Et la plaque qui est dessus, là où on fait la jonction des câbles, c'est en chinois. Ça, c'est interdit par l'OMC. C'est parce que le Togo n'a pas ce qu'on appelle la surveillance du marché, qu'on se permet d'envoyer un produit avec l'écriture chinoise livré au Togo et installé au Togo. Quel Togolais communné à être à l'Institut Confucius pour lire le chinois sur un produit qui est installé au Togo? Mais comment vous dites qu'il n'y a pas de contrôle? Mais non, le problème... Marché, le Togo n'a pas de surveillance de marché, sinon un produit qui doit rentrer doit respecter notre environnement juridique. C'est ça que l'OMC a demandé à tous les pays qui sont membres de l'OMC. On est environ 163, on demande que chaque pays contrôle ce qui rentre chez lui. Ce qui veut dire que nous, on laisse n'importe quoi rentrer chez nous et c'est ce qu'on consomme. Donc, quand on veut régler les problèmes de consommation locale, mais il faut qu'on fasse les états généraux. Je tiens là-dessus parce que, en fait, je vous donne un cas très simple. Et mon ami Efraïm Sogadi porte une tenue du terroir. Mais quel terroir? Du terroir. Voilà, quel terroir? Vous allez au Ghana, il y a la même chose. Vous allez même au Sénégal, il y a la même chose. Vous allez au Nigeria, il y a la même chose. Partout, il y a la même chose. Mais à quel moment on sait que c'est celui du Togo? Par contre, ce que moi j'ai fait, par exemple, j'ai pris 2 pendant la foire Made in Togo que j'ai amené en Corée du Sud, à Séoul. J'ai rencontré tout le système juridique et les autorisations nécessaires. Ils ont fait toutes les variations pour des habits qui doivent venir sur le territoire coréen. J'ai les documents encore ce jour, mais j'attends que quelqu'un veut bien lire et voir ce que j'ai pu obtenir éventuellement pour exporter vers le Togo. Le drame qui se pose quand on parle de consommation locale, la dame qui a fait les 2 tenues que j'ai payées chez elle pendant la foire Made in Togo met 10 jours pour faire la tenue femme, 4 jours pour faire la tenue homme. C'est énorme. Si combien faudra... les Coréens disent la tenue a passé tous les tests, d'où les laboratoires pour certifier que le produit est conforme, mais il faut que tu ailles au bureau d'enregistrement pour prendre un numéro
sous le numéro de certification de ce produit pour que le Togo puisse exporter ses batakali togolais vers la Corée du Sud. J'ai encore les documents. Et ça intéresse quelqu'un? Non. Alors, dans ce genre de disposition, on a un numéro de certification. Ce qui veut dire qu'on doit exporter vers ces pays. Mais qu'est-ce qu'il y a comme obligation, d'après les thèses de l'OMC qui m'a été remis? Vous devez marquer les tailles et l'écriture Made in Togo en coréen. Quand le produit doit quitter le Togo pour rentrer sur le marché sud-coréen, il faut forcément que l'écriture, ce qu'on va écrire Made in Togo, on ne peut pas l'écrire Made in Togo, mais on va l'écrire en coréen. Et la taille doit être dans la norme coréenne, puisque c'est pour le marché coréen. C'est un exemple que moi j'ai, que je me plais à montrer aux gens. Mais face à ça, si le Togo veut demain exporter nos produits locaux, Batakali, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une fabrique de coupe, une filature, pour que la dame qui produit une tenue pour femme pour 10 jours, si on commande 1000, il lui faut 3 ans. Pratiquement pour livrer 1000 unités. Alors que la Corée, il faut penser en exportation à parler de 10 millions de tenues qu'on peut envoyer là-bas. Ils ont dit que notre Batakali peut arriver sur le marché, mais nous devons mettre l'écriture en coréen et la taille en coréen. Et la taille, ce n'est pas la taille européenne ni l'américaine et consorts. Ils ont la taille qui est une norme aussi qu'ils m'ont donnée. Mais les tenues ont subi plus de 35 normes d'essais, de tests, sous la pluie, sous le soleil, pour voir le comportement, et ils ont donné un document officiel estampillé que vous pouvez envoyer ça chez nous en Corée. Quand on parle de commerce, les gens ne savent pas que tout est régulé, tout est dans les documents. On n'a rien à inventer. Il faut seulement qu'on se contente de lire ce qui est prévu dans le cadre des échanges entre les nations. Donc moi, je dirais que mettre en place une fabrique, c'est rien du tout. Les filatures, c'est rien du tout. Automatiser les fabriques des gens de Sokodé ou bien de machin, c'est rien du tout. Tout est question de volonté. Aujourd'hui, on a un marché potentiel vers la Corée qui peut ramener des devises, mais il va falloir que quelque part on s'arrête pour savoir comment on y va. Parce que ce modèle-là, je suis sûr que les Coréens vont l'aimer, les Américains vont l'aimer, beaucoup de gens vont l'aimer, mais il va falloir le mettre aux normes. Je vais ajouter quelque chose. Parce qu'il y a donné l'exemple des poteaux qui sont griffés de langue chinoise. C'est le moindre mal. Ce que nous constatons, nous l'avons déjà dénoncé partout au niveau des autorités en charge de la santé, c'est au niveau des produits pharmaceutiques, où le produit, la notice, est intégralement écrite en langue chinoise, où tu ne peux même pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Non, comment savoir? Ce ne sont que des exemples, ce n'est pas une stigmatisation. Ça peut venir non, aussi des fois, d'autres langues. Des fois, c'est en arabe. Oui, parfois c'est en japonais. Oui, donc c'est difficile au patient, ou bien à la personne qui est en train d'utiliser, d'acheter le produit, de savoir quels sont les effets secondaires liés à ça. Et d'où la nécessité de demander. La dernière fois, on était à Ouaga avec nos collègues de l'UEMOA, où on a dit dans l'avant-projet d'un texte qui doit réglementer le secteur de la consommation, qu'il faudrait que nos pays imposent aux pays exportateurs vers le Togo que la langue qu'on doit utiliser doit être la langue nationale. Oui, entre autres. Par exemple, au Togo, la langue... C'est écrit dans le cadre de l'OMC. C'est nous qui ne suivons pas notre marché. Nous, on l'a proposé et ça a été mis dans le texte, mais sauf que la Covid-19 a pratiquement tout bouleversé. Personne devait être... C'est pas une affaire de... Oui. Ça, c'est une affaire du Togo. On appelle ça market surveillance, surveillance du marché. Oui. Le Togo ne surveille pas son marché. C'est du ressort du Togo et non de l'extérieur. Allez dire ce qui est responsabilité de notre pays. Ailleurs, c'est ça qui fait que des fois... Comment devrait se faire la surveillance du marché? Par quelle structure? Mais c'est écrit noir sur blanc dans les tests de l'OMC. Oui, comment ça s'organise? Quelle structure devrait être chargée de... Alors, c'est une structure qui doit dépendre du ministère du Commerce, du ministère de l'économie et des finances, de l'industrie, et des renseignements, de la sécurité, etc. Et ensuite, vient la santé. Et surtout... De la normalisation. Un accompagnement obligatoire de la normalisation. Et aujourd'hui, là où je vous parle, et depuis que au niveau de l'ISO et consorts, les gens savent qu'on essaie de faire en sorte que le Togo puisse rentrer dans le jeu international dans les règles, j'ai reçu déjà plus de 3 demandes d'accréditation. Les gens qui veulent bien nous aider pour surveiller le marché.
Mais il faut bien qu'on en discute avec quelqu'un. Mais comme la structure n'existe pas, lorsque tu en discutes, les gens disent qu'on attend les directives du ministère. Moïse Pitassa. Oui, bon, c'est un débat intéressant, la surveillance du marché, parce que c'est... Mais ça m'amène à évoquer un autre problème et proposer peut-être une solution. C'est que en face, on a soit l'absence d'interlocuteurs au niveau de l'État, ou s'il n'y a pas absence, c'est qu'il y a la même chose est faite par plusieurs personnes, donc à un moment donné, on se perd par rapport aux interlocuteurs. Je prends l'exemple, quand nous parlons de SPS, la sécurité sanitaire des aliments, l'UEMOA a recommandé qu'on mette chaque État dans les 8 pays, qu'on mette en place une agence qui s'occupe exclusivement de la sécurité sanitaire des aliments. C'est écrit noir sur blanc dans les directives de l'UEMOA. Le Bénin en a, le Burkina en a, mais chez nous, il n'y en a pas. Le rôle est partagé entre plusieurs agences ou départements ministériels, sous direction ministérielle. À un moment donné, on se perd. Quand vous voulez faire aujourd'hui des analyses, vous ne savez pas s'il faut vous adresser à l'ITRA, à l'INH. Chacun fait la même chose et on se marche sur les pieds. Donc aujourd'hui, il faut aller vers la rationalisation des compétences et des structures. Il faut les utiliser de manière rationnelle pour pouvoir offrir aux PME ou bien aux privés, au secteur privé, un interlocuteur en face avec qui on discute, qui s'occupe de la question de la production ou bien de la question de l'accompagnement des PME pour que on ne se disperse pas dans l'énergie. On dit qu'on n'a pas assez de ressources, mais on les gaspille en se marchant sur les pieds. Alors, on va commencer par rentrer dans les propositions de solutions, mais ce que je comprends jusque-là, c'est que l'affaire de consommer local là, ne doit pas être un slogan. Il y a un véritable travail technique à faire derrière, hein, sinon c'est du vent qu'on est... Ouais, je vous confirme tout de suite. Il y a des données que je maîtrise bien, que je peux vous donner. Et au Burkina, lorsque la décision a été prise en octobre 2019, que chaque année, il faut qu'on fasse ce mois de campagne promotionnelle de consommer local, le ministère a instruit les différents départements de l'industrie, de la normalisation et consorts, qu'il leur faut 100 produits certifiés aux normes burkinabé pour fin décembre 2020. Pourquoi fin décembre? À ma connaissance, aujourd'hui, ils sont à 95. Il leur reste 5 dans les mois à venir. Peut-être qu'ils vont dépasser l'objectif qu'on leur a fixé. 100 produits burkinabés certifiés Made in Burkina. Suivez bien mon regard. Il y a d'abord le logo Made in Burkina. Maintenant, on a le produit certifié. Deux choses aux normes. Le Burkina, d'après les statistiques qu'on a reçues au niveau du réseau de francophones en normalisation, en 2014, avait 14% d'exportation lorsqu'ils ont démarré la certification. Et lorsque, aujourd'hui, sur la base de cette décision de l'UMOA, qui a été décidée à Ouaga, le ministre a pris la balle au rebond et a exigé que pour 2020, je veux 100 produits certifiés. Ils étaient à 135 quand je suis parti les visiter au mois de mars 2020. Et entre mars et aujourd'hui, malgré le corona, ils ont réussi à atteindre 95 pour cette année seulement. Si vous prenez fin 2015 avec l'objectif zone libre échange continental, le Burkina met dans la cagnotte des échanges entre les pays plus de 190 normes, produits certifiés Made in Burkina dans la cagnotte des échanges entre États dans la zone de libre-échange continental. Mieux, ils ont réussi avec les statistiques à démontrer que leur exportation vers l'extérieur est à 250% par rapport à 2014. Allez chercher qui fait bien et qui ne fait pas bien. Oui, et pourquoi nous, on ne peut pas faire la même chose. Passer la parole aux autres, est-ce que la marque Made in Togo, est-ce qu'elle est normalisée? Je ne connais pas. Combien de pays, de produits normalisés, certifiés avez-vous? Je n'en connais pas pour l'instant.
Et tout le monde le dit, on veut des produits certifiés. Mais pour faire les produits certifiés, il y a des choses qu'il faut qu'on s'asseye pour en parler. Mais pour consommer au plan local, est-ce qu'on a besoin forcément de normalisation entre l'indice de confiance d'un consommateur dépend de ce qu'il voit. Et souvent, pas d'emballage, on parle de présentation du produit. Vous pouvez avoir une bonne présentation de la tomate ou bien du piment, mais qui soit nocif pour vous. Qu'est-ce qui démontre que vous n'avez pas des produits prohibés dans le piment? Tout à l'heure, on parle de SPS, sanitaire, phytosanitaire. Par décret du chef de l'État, en 2012, on a mis en place une commission nationale SPS. Cette commission, on est venu les trouver en 2019, on les a transformés en comité technique CT18 pour qu'on puisse adopter. Et aujourd'hui, au niveau de l'agence togolais de normalisation, nous avons 65 normes SPS pour la sécurité sanitaire et alimentaire, mais que personne n'a jamais cherché à acheter. Ça veut dire quoi? Si vous voulez que le consommateur ait confiance à votre produit, il faut bien qu'on produise aux normes, qu'on fasse les contrôles suivant les normes et que ce produit soit capable d'être vulgarisé partout dans le monde. Oui, mais et comment se fait le contrôle? Qui contrôle? Il y a plusieurs personnes qui interviennent. L'exemple des consommateurs, enfin je dis de la sécurité sanitaire des aliments. Comment se fait le contrôle? Est-ce que vous avez les laboratoires pour pouvoir effectuer les tests réglementaires? Moïse, suite à ça? Oui. Il y a deux laboratoires principalement, l'ITRA et puis l'INH aujourd'hui. Mais est-ce que deux laboratoires qui s'occupent d'autres choses ailleurs peuvent contrôler régulièrement les produits destinés à la consommation? C'est quand même énorme comme produit. C'est ce qu'on a demandé. Est-ce que l'INH qui fait coronavirus, tous les tests, etc., est-ce qu'ils ont par exemple, on s'intéresse depuis 2 ans, depuis que les Nations Unies ont décrété une journée pour la sécurité sanitaire des aliments, à promouvoir cet aspect-là. Et au cours de nos échanges, après avoir organisé par 2 fois de suite des forums de haut niveau, ce qu'on dit, c'est que oui, il y a 2 laboratoires, mais le Togo, ça ne s'arrête pas à Lomé. Les 2 laboratoires sont derrière à Lomé. Sont derrière à Lomé. Ça veut dire que vous avez des entreprises, des PME qui sont pas à Dapaon. Donc pour tester leurs produits, il faut que quelqu'un quitte Lomé pour se rendre à Dapaon. Oui, mais ce que vous dites, les 2 laboratoires en question, ce sont les concernés qui vont vers les laboratoires. Mais est-ce que quelque chose les oblige à aller vers ces laboratoires? C'est ça que... Non. Je vais dire quelque chose. En fait, tu as posé la question sur l'aspect de qui contrôle. Justement. Et en toute réalité... Quand le produit est sur le marché... en toute réalité, à ma connaissance, ces 2 laboratoires aussi ne jouent pas le rôle de contrôle. Parce qu'ils attendent qu'un opérateur économique qui veut obtenir un certificat de salubrité, par exemple, auprès du ministère du Commerce, soit dirigé vers eux pour dire faites l'analyse de nos produits pour voir si nous répondons aux normes que le ministère, ou bien quels sont les recommandations que vous voudrez bien nous faire. Et ils font des analyses, ils donnent des résultats à cet opérateur économique qui retourne au niveau du ministère du Commerce. Et c'est sur la base de ça que le ministère du Commerce, lui, il dit ok, si c'est comme ça, je vous autorise à mettre le produit sur le marché. Et lorsque peut-être on fait l'analyse pour la première fois, ces opérateurs économiques ne reviennent plus. Ils supposent qu'à l'entrée de notre activité commerciale, on a déjà eu un certificat de salubrité publique et qu'on va continuer par faire. Il en est de même pour tous ceux qui produisent de pure water, de l'eau que nous consommons un peu partout à travers le monde. Ils font partie. Donc, ce qui fait que nous disons qu'ils ne font pas l'activité de contrôle. Ailleurs, comment ça se fait? Ces laboratoires qui sont chargés de contrôle sont différents de ces laboratoires-là ordinaires, tels que l'INH et autres. Institut national d'hygiène. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs agents qui vont circuler et qui vont prélever à la volée des échantillons des produits sur le marché. Ils vont analyser. S'ils se rendent compte que ça ne respecte pas les normes respectées, recommandées, vous êtes interpellé et on demande à l'autorité ou bien au ministre en charge du commerce de demander qu'on rappelle le produit sur le marché. Et lorsque le produit est rappelé sur le marché, des sanctions vont s'en suivre. C'est ce que nous appelons market surveillance. C'est ça. Donc, est-ce que c'est fait? Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Ça n'existe pas. On en parle tous les jours, mais les gens disent que le travail est tellement grand qu'ils ne savent pas où commencer. Mais il faut commencer un jour quelque part. C'est ça. Nous, on a eu l'opportunité de bénéficier d'un voyage auprès de la GIZ. On est allé, on nous a montré comment ça se fait dans d'autres pays, tels que l'Allemagne. À Stuttgart, on nous a montré ça. Et lorsqu'on est revenu, on nous a dit, mais vous avez fait un voyage, quels sont les projets que vous proposez? Mais en tout cas, ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir un laboratoire de ce genre qui va faire le contrôle.
Mais Non. Gilles, Bon, en fait, il faut que je vous dis, je mets quand même un petit réglage que je dois faire. vous l'ajoutez, c'est pas réglage. Oui, un petit réglage. En fait, les mots ont un sens dans la norme. Oui. Et je veux dire quoi? Normalement, quand on parle d'un produit certifié, c'est qu'on a des gens qui ont l'accréditation de certifié, qui travaillent avec des laboratoires qui sont disséminés sur le territoire national ou bien à l'extérieur. Le certificateur fait des prélèvements des échantillons, les envoie des laboratoires qui sont à sa discrétion, et par rapport aux résultats, il les compare par rapport à ce que dit la norme. Si tu es conforme, on te donne le certificat. Maintenant, tu as le certificat peut-être pour 1 an, mais il y a une surveillance qui fait périodiquement, tous les 3 mois, tous les 6 mois, il vient regarder si tu maintiens. Donc, le numéro de certificat que tu as là, tu vas l'utiliser en permanence, tant que tu n'as pas fait quelque chose de grave. Et ça, c'est enregistré dans le système et notifié à l'OMC que le Togo a un produit certifié sous numéro temps qui répond à telle norme temps. C'est ça que nous appelons la liste des produits certifiés du pays qui sortent. Et la notion de notification à l'OMC, quand le Togo, par exemple, retient une norme qui va être applicable pour le pays, le Togo a obligation de le notifier à l'OMC. Et dans les 6 mois qui suivent, si quelqu'un n'a rien à dire, ça se met en vigueur automatiquement. Donc tout ce processus-là, c'est des choses qu'il faut mettre en place parce qu'en fait, tout à l'heure je vous ai parlé de market surveillance, il y a même les renseignements. Quand quelqu'un va passer par moins payé quelque part à la bourse pour amener un produit sur le marché, lorsque le produit est détecté, c'est les renseignements seuls qui peuvent réussir à savoir d'où c'est passé. Ce n'est pas l'agent administratif qui doit aller faire ce travail-là. Donc la plupart des pays que je connais qui ont les surveillances du marché en place, y compris le Maroc, etc., rien ne rentre sans qu'on ne sache pas comment c'est rentré, sous quel numéro c'est rentré. C'est ça qui est important. Et quand ça sort aussi, on doit savoir sur quel numéro c'est sorti. Nous, ce que nous demandons, c'est très simple. Il faut que l'on mette en marche rapidement les certificateurs pour les produits agricoles. Ça veut dire qu'on doit mettre en place le panel qui agrée les gens pour faire ce travail-là. Deuxième chose, nous souhaiterions que les gens utilisent les normes systématiquement. Que les gens n'aillent pas demander les normes en France parce que nous sommes au Togo ici. Les produits du Togo doivent respecter les normes qui sont retenues par le Togo et non que les gens prennent les normes européennes ou bien de nos pays pour venir les appliquer ici. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de demandes. Les gens veulent certifier leurs produits. Mais pour certifier un produit, ça doit répondre à un critère bien déterminé. C'est pourquoi je disais que réglage. Parce que le contrôle, c'est un autre aspect qui est aussi juridiquement encadré. C'est beaucoup plus l'inspection. On fait une inspection sur le marché. Si on trouve des produits dont on ne connaît pas les sources et les origines, on les saisit et on procède à une enquête pour voir d'où c'est venu. Justement, comment se fait l'inspection actuellement chez vous? Non, mais l'agent togolais de nomination n'a pas fonction de faire l'inspection. Non, je ne parle pas de vous forcément. Dans le pays, comment se fait l'inspection de ces normes? Ça, vous posez la question au niveau du ministère du Commerce. Je vais vous dire. Il y a une direction du commerce intérieur, une direction du commerce extérieur. Bon, il faut le poser la question, mais je crois que c'est de leur ressort. Je ne sais pas comment ils font. Je vais vous dire quelque chose à propos. Oui, en termes les inspecteurs du ministère du Commerce, le plus souvent, ils vont sur le terrain. Mais ce que je vais dire tout d'abord, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire le contrôle nécessaire. Qu'est-ce que vous appelez moyen? Je donne l'exemple. Pendant des années, ils n'ont même pas un moyen logistique pour se déplacer sur le terrain. Vous les appelez. Puis nous, regardons le consommateur, lorsqu'on constate un produit le plus souvent, on les appelle en tant qu'inspecteurs accrédités, ceux qui sont autorisés à le faire. Nous, on constate, mais on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Donc, ce sont les inspecteurs qui viennent dire on a constaté tel problème à vue d'œil. Ce n'est pas des problèmes d'analyse qu'ils constatent. Eux, ils n'ont pas les laboratoires, ils n'ont pas les moyens techniques. Ils n'ont pas les moyens techniques pour faire ça. C'est à vue d'œil que nous on constate, on les appelle, ils disent ok, vous fermez votre boutique, après vous venez au ministère, vous ramenez les documents dont vous disposez. En ce moment qu'ils commencent à faire leur contrôle. Et si la personne n'amène pas les documents, l'opérateur n'amène pas les documents demandés, tels qu'il commence par le cas d'opérateur économique, est-ce que le produit a été autorisé par le ministère concerné, et ainsi de suite. Il y a certains produits qui obtiennent l'autorisation du ministère de la Culture, d'autres du ministère de la Santé, mais comme tout est consommation, ça rentre dans le cadre des inspecteurs du commerce. Et en termes de nombre, ils ne sont pas assez nombreux pour couvrir, du moins nommer
ou bien la région maritime. Donc, il y a déficit d'effectifs en termes pour les inspecteurs. Et il y a également les difficultés liées aux ressources financières et logistiques. Donc, tout ça là, c'est l'État qui doit les aider en mettant en œuvre des dispositions. À l'époque, on a appris qu'il y a un ministère qui voulait créer une brigade spécialement pour ça. Mais on ne sait où ils en sont aujourd'hui. Rapidement, dans ce sens, comme je l'avais dit tantôt, sur le plan de l'inspection et de la surveillance, vous avez le ministère du Commerce qui a, il vient de parler de la brigade, vous avez le ministère de l'Agriculture qui a ses services d'inspection, vous avez le ministère de la Santé. Donc le ministère de l'Agriculture fait des inspections aussi. Ils ont le service pour les produits qui concernent son secteur. Et vous avez le ministère de la Santé qui a une direction ou bien une division consacrée à l'inspection et sur tout ce qui est assainissement. Donc, vous voyez, on dit on n'a pas de moyens. Chacun dit dans son coin qu'il n'a pas de moyens. Mais à un moment, on éclate les efforts au lieu de les réunir. Oui, mais ce que lui dit, ça c'est l'inspection. Oui. Mais le contrôle, ça, qui le fait en ce moment? Or, voilà, on a plein de milliers de Togolais qui cherchent du boulot. Moi, je passe mon temps à dire que l'infrastructure de la qualité doit pouvoir générer, en la première année, 4 500 emplois et la deuxième année, plus de 12 000 emplois. Vous avez une nécessité d'avoir au moins un laboratoire par préfecture minimale. Et dans une région, vous avez besoin d'avoir du personnel pour faire le travail à côté des paysans. Quand ils ont fini leur récolte, quelqu'un doit les aider en interne pour voir quel est ce qu'ils ont produit par rapport à la norme de référence. Est-ce que c'est bon, pas bon, etc. Quel correctif faut apporter. Tout ça, là, c'est des emplois à créer. Et moi, je suis convaincu, avec le nouveau gouvernement, ça va aller vite. J'ai bon espoir. Parce que je sais que la volonté y est. Donc, il va falloir que on accompagne le système pour que dans chaque préfecture, on ne prenne plus un échantillon pour quitter Dangpeng Gregouka pour venir à Lomé. Il faut que le laboratoire soit à côté parce que normalement, nous avons ce qu'on appelle la contamination de l'échantillon. Le temps qui roule de là-bas pour arriver à Lomé, peut-être si c'est légumes, c'est déjà endommagé avant qu'on l'amène. Il ne peut plus être frais. Donc, s'il faut prendre des glacières pour aller chercher un échantillon, tout ceci, non, il faut qu'on rentre dans la modernité. Et c'est ça, aujourd'hui, je pense que nous devons peut-être aller vers les solutions, comme vous l'avez préconisé, qu'on parle de qu'est-ce qu'on doit faire pour que la consommation locale soit une réalité, et non, comme disait quelqu'un, avant, on produisait seulement pour manger. On sait que ça ne va pas nous tuer, on mangeait. C'est maintenant qu'on a compris que entre ce qu'on mange, ça peut nous rapporter de l'argent. Et cela amène la normalisation. Donc, pour synthétiser, vous insistez sur la nécessité de mettre en place une structure pour la surveillance du marché. C'est une obligation de l'OMC. Chaque pays doit en avoir. D'accord. Et il me semble que on doit faire rapidement parce que dans peu de temps, dans 2 ou 3 mois, ça doit être l'entrée dans la zone de libre-échange, c'est le cas, avec d'autres exigences. Si les produits de votre pays ne peuvent pas être exportés vers l'extérieur, ça va devenir économiquement difficile, Moïse Pitassa. Oui, malheureusement, ou heureusement, dans 3 mois, c'est-à-dire le 1er janvier, la ZLECAf va rentrer en vigueur. C'est quoi la ZLECAf? La zone de libre-échange continental africain. Tout à fait. Voilà. Donc, à partir du 1er janvier 2021, parce que c'était en juillet, ça devait rentrer en vigueur en juillet, à cause du Covid. Bon, on l'a repoussé parce que beaucoup ont dit que nous ne sommes pas encore prêts, certaines négociations tardent, donc bon, il faut repousser. On a repoussé. Oui, quand je demandais d'expliquer la ZLECAf, pas forcément comme la définition du sigle, mais qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas du domaine. Non, mais c'est très simple. C'est comme l'histoire de Made in Togo, Made in UMOA. Cette fois-ci, c'est Made in Africa. Et on dit, si nous voulons augmenter rapidement notre produit intérieur brut, il faut qu'on échange entre nous. C'est une vue d'esprit que de penser que c'est quand j'exporte vers l'Europe, j'exporte vers les États-Unis, j'exporte vers l'Asie que je vais être riche. C'est faux. La richesse, c'est lorsqu'on échange avec ses voisins immédiats ou proches ou bien moyens, non très lointains. Donc le continent africain a décidé de booster les échanges entre les pays africains. Et le Togo fait partie des 10 premiers à avoir signé et ratifié. Mais à la suite de la signature et ratification, on devait mettre en place un task force ou bien une équipe technique pour rentrer dans la déclinaison technique
de la zone de libre-échange continentale. C'est bien d'avoir ratifié. Maintenant, le task force là doit avoir comme la Bible la norme. Et la norme, c'est la norme africaine. C'est-à-dire que pour autoriser maintenant les produits à circuler d'un pays à l'autre, quand je prends par exemple mon jus de maïs, pour l'exporter du Togo et le mettre dans la zone de libre-échange, il faut que ce produit respecte un certain nombre de normes. Certifié Made in Togo à la norme continentale. C'est très simple. Ces normes sont déjà définies, connues. Disponibles, mais personne ne le demande. Oui, parce que, écoutez, quand on ouvre le marché, parce que vous avez demandé des exemples simples, la définition simple de la zone de libre-échange, c'est le marché africain. C'est-à-dire que à partir quand la ZLECAf rentre en vigueur à partir du 1er janvier, c'est-à-dire que les obstacles techniques au commerce seront supprimés, certains obstacles. C'est les mots techniques qu'on dit. Tout ce qui va empêcher les échanges entre les pays seront atténués ou supprimés. Donc cela permettra une libre circulation des biens entre les pays. Donc ça va forcément augmenter le taux d'échange entre les pays africains. Donc, cela veut dire des taxes douanières seront supprimées. Non, il n'y a pas de douane, rien. Rien circule. Oui. C'est un peu ça. La douane ne peut pas exister. Oui. Surtout avec les accords de partenariat économique qu'on avait signés, on avait 20 ans pour démanteler tout ce qui est obstacle tarifaire. Mais vu que celui qui va acheter un produit, par exemple en Afrique du Sud, un produit qui vient du Togo, doit s'assurer, il doit avoir confiance en ce produit-là. Donc, le seul élément technique qui permet d'installer cette confiance-là, c'est la norme. Parce que la norme est issue d'un consensus, comme l'a dit le DE au départ. Vu que j'étais là quand on a élaboré la norme, je sais ce que la norme dit. Ça veut dire que si on me dit que ce produit-là est certifié par rapport à cette norme-là, j'ai confiance. Automatiquement, j'ai confiance en ce produit. Et donc, je peux l'accepter. Donc, alors que si le produit vient sans cette norme-là, j'ai des doutes, j'ai des tics. Donc, ça ne peut pas instaurer la confiance. Donc, est-ce qu'il y a des produits déjà certifiés qui peuvent rentrer sur ce marché, dans cette zone de libre-échange à partir de janvier 2021 dans votre pays? Notre pays, le Togo. On vous demande de vous adresser aux gens qui pilotent pour le compte du Togo et ils vont vous donner la liste. Moi, je n'en connais pas. Mais qu'est-ce qui sera le danger, par exemple, en janvier 2021? Alors, si le Togo n'a pas de produit certifié pour entrer sur cette zone, alors que les autres peuvent envahir votre marché, que vont devenir vos jus et vos ignames, quand on signait, et que c'est parti à l'Assemblée nationale, on a ratifié. Ça veut dire qu'on sait ce qu'on signait, on sait ce qu'on ratifiait. C'est dans les autres pays, il y a une task force qu'on a mis en place. Je vous parlais tout à l'heure du Burkina où on a demandé, nous voulons avant telle date tant de produits certifiés. Et les laboratoires ont été mis en place, les certificateurs ont été mis en place, et puis on a commencé les certifications. Mais ici, tout le monde dit qu'on veut certifier, mais ça, il faut. C'est bien de parler, mais il faut joindre l'acte à la parole. Je formule toujours ma question. Combien de produits avez-vous aujourd'hui certifiés pour entrer? Il n'y a pas de produits dans cette zone? Au niveau de l'agence togolaise de normalisation, on ne gère pas ça, mais on ne peut pas vous donner. Mais vous devez savoir si les produits sont aux normes, c'est le cas. Personne n'a cherché à avoir la norme africaine liée au jus de gingembre. Personne n'a jamais demandé ça. Donc, peut-être qu'ils ont demandé ça ailleurs, mais nous, on a payé les $20 000 à l'ARSO pour avoir la base de données. C'est disponible au niveau de l'ATN. Si quelqu'un veut la norme, il n'a qu'à s'adresser à l'ATN, on va mettre ça à sa disposition. Mais ce n'est pas gratuit parce que c'est protégé par les droits de propriété intellectuelle. Ça a un coût. C'est lorsque les gens qui veulent rentrer dans le business commencent par s'approprier les normes qu'on sait que, il y a un indicateur qui montre que nous voulons nous mettre aux normes pour aller vers la zone de libre-échange continentale. D'ailleurs, même vous regardez la balance commerciale du Togo, il y a combien de choses qui sont exportées? Je vous ai dit tout à l'heure que le Burkina est passé de 14% d'avancée à 250% grâce aux normes et aux produits certifiés. Et ça rentre pas seulement en Afrique, mais ils arrivent à exporter vers les États-Unis, vers l'Europe, vers l'Asie. Ces mêmes produits certifiés au Burkina, made in Burkina. Donc moi je donne l'exemple du voisin à côté. Je ne veux pas parler des autres. Même au Bénin ici, ils sont dans la même. Je ne connais pas les nombres, je ne peux pas trop m'avancer sur eux. La Côte d'Ivoire est très avancée, le Sénégal est très avancé. Mais nous aujourd'hui, dans la balance, je vous demande de voir avec le ministère du Commerce qu'est-ce qu'on a comme produit qui est mis dans la balance. Mais c'est simple, si le Togo n'est pas prêt en décembre 2020, est-ce que le Togo ne peut pas reporter son entrée dans la zone de libre-échange? Il faut retenir qu'en janvier, le Togo ne pourra pas exporter un de ses produits vers la zone
de libre-échange continental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui exportaient, les commerçants qui faisaient des échanges en Afrique et à l'extérieur, à partir de janvier, ils seront limités dans les échanges. Non. Ils peuvent continuer à faire comme ils font tout le temps, mais seulement le prix, on le paye ça moins cher, et puis le truc n'est pas certifié. Et puis bon, moi Si c'est pas certifié, les autres pays peuvent refuser aussi, non? Non, Oui, mais je vous explique comment ça se passe. il y a- C'est que je vous donne un cas très simple. Bon, c'est un produit phare au Togo, le phosphate. Le phosphate, il y a une norme sur les phosphates. Ces normes déterminent la qualité de ce qu'on exporte. Il y a eu des gens qui viennent ici pour prendre en freelance le phosphate. Mais lorsqu'on demande de produire un certificat de conformité, mais c'est difficile parce que le laboratoire qui doit certifier n'existe pas au Togo. Nous, ce qu'on a eu à faire dans le temps pour certifier une cargaison, on a envoyé les échantillons dans un laboratoire accrédité à Miami. Et on a fait la contrebalance avec notre laboratoire qui était basé en Estonie. Donc ça nous a permis d'avoir des éléments probants pour dire que bon, c'est de bonne qualité. Mais c'est pas une certification, c'est le chargement qu'on a certifié. On a certifié un chargement, mais pas le phosphate du Togo. Or, si vous voulez un produit, même artisanal, vous voulez l'envoyer dehors, si vous mettez Made in Togo dessus, il faut que ça respecte un processus donné et qu'il soit enregistré dans une base de données qui est connue que ce produit est exportable sous ce numéro temps. C'est-à-dire que le bois ne peut pas donner des allergies aux consommateurs. Le bois, le verre utilisé est conforme aux normes, etc. Bon, donc la certification, en fait, les gens ne comprennent pas. Tout est certifiable à condition qu'on a un référentiel qui est la norme. Donc aujourd'hui, ce que nous donnons, c'est un appel qu'on lance aux autorités et à toutes les parties prenantes, c'est que il faut qu'on se réveille et l'actuel gouvernement est à la tâche. Et je pense qu'avec la volonté du gouvernement dans la vision du chef de l'État, il est l'heure qu'on se réveille. On ne va plus attendre 50 ans pour recommencer les mêmes erreurs. Il faut qu'on fasse les choses juste et bien en utilisant les normes dès le début et à la fin. Et je crois que les choses peuvent aller de l'avant. Mais Ben Soubadi, vous vouliez... Non, j'étais en train de dire que si le Togo n'a pas encore élaboré ou bien adopté des normes en ce sens, en ce qui concerne la SELEC, ça veut dire que nous devons retenir que les opérateurs économiques togolais ne pourront pas exporter, comme vient de le dire le directeur, leurs produits par rapport à la norme de la zone de la ZLECA. Et économiquement, les gens vont perdre. Mais ils peuvent continuer à exporter comme ils ont l'habitude de le faire au prix qui leur seront imposés. Je vais donner l'exemple du soja, par exemple. Le soja, on a eu à fixer le prix plancher avant-hier à 186. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et j'ai posé la question à quelqu'un. $86? Non, 46 francs CFA le kilo. Alors que l'année passée, c'était 189. Et j'ai posé la question de savoir, mais de 189, vous êtes revenu à 186. Vous encouragez les producteurs, les paysans à continuer à produire. Parce que lorsqu'on fixe à 186, les acheteurs ne vont pas vouloir acheter ça à 200 francs. Vous voyez? Donc, ils vont dire, OK, 186, si tu acceptes, vends-nous ça à 185, par exemple. Et ils vont sauter les 1 franc. Et le producteur, lui, il a besoin de l'argent. Peut-être à quelques heures de la rentrée, ils ont besoin d'argent pour acheter des fournitures scolaires, payer le collège de leurs enfants. Ils vont prendre l'argent sur les acheteurs. Mais il faudrait qu'on ait une norme pour que les Indiens, excusez-moi, les investisseurs qui viennent acheter n'imposent pas les prix aux producteurs et aux exportateurs. Parce qu'il arrive des fois où dans ce marché, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez et ils se réunissent nuitamment, ils sont tous de la même nationalité, ils sont tous ensemble, ils disent qu'aujourd'hui nous allons acheter à 230. Alors que vous avez transporté le produit de la zone de production où vous avez acheté de l'intérieur, de Grimkouka, de Bassa, je ne sais pas, de Dapaon jusqu'à Lomé. Et ils vous disent qu'ils vont vous acheter ça à 230. Ça veut dire que vous risquez de perdre, vous, en tant qu'opérateur économique qui commercialisez ce produit-là. Donc, surtout toute la chaîne. Vous savez, les normes existent. Oui. Il y a 15 normes sur le soja. Personne n'a jamais demandé est-ce que vous avez la norme sur le soja. Les normes, on les a. Les normes pour certification, on les a. La qualité du produit, on les a. Que les gens s'adressent à l'agence de normalisation. Les normes existent. Nous voulons que les opérateurs économiques sortent du pifomètre de l'à peu près pour travailler avec des normes. Mais monsieur Lawson, si
les montagnes refusent d'aller vers Mahomet. Il appartient à Mahomet d'aller vers les montagnes. Donc, à l'agence, il vous revient aussi d'apporter les normes à ceux qui en ont besoin. Mais c'est notre présence aujourd'hui ici, ça sert à communiquer et à dire aux gens que... Ah, mais c'est nous qui, sauf que c'est nous qui vous avons invités. Oui, mais justement, quand on vient vous voir, vous avez dit de payer, alors que, bon, l'agence n'a pas les moyens pour l'instant de faire la communication. Donc, le peu qu'on fait, avec difficulté, avec certains partenaires, bon, c'est pour dire aux gens que ne vous trompez pas. Le marché, c'est la norme. Celui qui fait la norme, fait le marché. Et si vous voulez augmenter votre profit, votre revenu, utilisez les normes. Et je peux vous garantir que vous irez mieux. Parce que quand on travaille avec la norme, on perd moins de temps, on fait les choses justes et on sait ce qu'on va avoir à la fin. C'est très important, ce message-là que je passe à nos frères et sœurs du pays. Moïse Vitassa. Oui, je voudrais préciser quelque chose. Vous savez, les négociations au niveau du commerce, c'est comme ça de l'art. Il faut maîtriser ce qu'on veut faire. Parce que il parle aujourd'hui du prix. Comment les gens influencent le prix? Quand vous amenez un produit et que votre interlocuteur qui doit l'acheter sait que vous n'avez pas les normes, c'est ça qu'il va vous demander. C'est-à-dire qu'il va vous demander le papier. Certificat de conformité. Parce qu'il sait que vous n'en avez pas. Hein. Il sait d'ailleurs que vous n'en avez pas, mais vous le demandez. C'est pour vous affaiblir. Hein. Merci. Donc, il vous le demande, mais vous dites, bon, je n'en ai pas. OK. Là, il rentre dans la négociation. Il dit, bon, comme vous n'en avez pas, puis ci. Donc, bon, moi, je vous achète ça à tel. Mais vu que vous êtes en position de faiblesse, vous êtes obligé de l'accepter. Alors que si votre produit est certifié et peut être concurrencé de n'importe quel produit, vous avez beaucoup de fournisseurs. Si quelqu'un ne veut pas acheter à votre prix, vous pouvez trouver un autre. Parce que surtout le soja. La qualité du soja du Togo est de meilleure qualité que beaucoup de pays. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Nous, on a fait une enquête sur le marché, les gens ont dit que non, les Togolais amènent en Inde le soja, mais les gens achètent ça à un prix très bas parce que ils savent qu'on n'a pas de papier. Mais ça veut dire que le produit peut être bon, mais n'a pas les papiers de certification. Voilà. Bon, voilà l'opération de certification, c'est pas compliqué. D'accord? On prend la norme. Sa spécification, qui dit norme, spécification soja. Ça existe. Quand vous prenez, j'ai montré ça aux gens de ITRA et consorts, c'est pas compliqué. On dit, le soja doit être exempt de plomb, ne doit pas avoir de cadmium, etc. Donc ça veut dire quoi automatiquement? On doit avoir un laboratoire pour l'analyser, pas loin de l'endroit où on a produit, pas un laboratoire de Lomé. Parce que quand on quitte Guérenkuka pour arriver à Lomé, peut-être qu'il a pris aussi le soja de Atapamé, il a mélangé et consort. Non, il faut qu'on soit sérieux. C'est pourquoi on dit que les laboratoires doivent s'implanter sur les lieux de production. Donc, si on a déjà la compatibilité qu'il n'y a pas ces produits prohibés dans le soja, et il y en a plusieurs productions, on peut les mélanger ensemble. Mais si on voit que le taux ici est élevé par rapport à ce taux-là, on ne doit pas les mélanger. C'est pourquoi on parle de traçabilité des produits. Donc, le certificateur, il saisit les laboratoires qui sont compétents dans les spécifications techniques qui sont dans la norme. Et s'il trouve que on est inférieur à 3 ppm sur le plomb et consort, tel que c'est préconisé dans la norme, il donne un certificat de conformité par rapport à la norme. Une fois qu'il a fait ça, on va estampiller la production de cette zone. Je insiste là-dessus parce que c'est pas sûr que tous les sols ont les mêmes caractéristiques. Donc, ce soja produit à Guérenkuka répond à cette norme continentale et ça peut aller n'importe où. Maintenant, si on veut aller, ça c'est très important ce que je vais dire là, vers le marché asiatique tel que la Corée du Sud, le Japon, la Chine ou bien même l'Inde, etc. En ce moment, il faut prendre une norme ISO. Voilà. C'est pas une norme ARS qui est valable pour la zone de libre-échange continentale. Très important ce que je vais dire là, parce que c'est d'après le marché qu'on prend la spécification applicable. Donc, on va faire les mêmes analyses qui est prescrite dans les normes ISO que le Togo a adoptées et on va essayer de donner un certificat de conformité avec un numéro de certification. Si on dit que la production de cette zone est certifiée, la certification, c'est pas tous les jours. Une fois qu'on a prononcé la certification, il faut qu'on encadre la production, que les gens produisent toujours de la même façon. Il ne faut pas qu'ils viennent à rajouter des produits additifs ou bien mettre des produits prohibés dedans. Sinon, non. Ils ont bousillé la certification. Voilà le sérieux qu'il doit y avoir dans la certification. Oui, mais maintenant que vous n'avez pas les laboratoires sur place... Non, il y a des laboratoires. IFTRA fait certaines choses, mais ce qu'on ne peut pas dire, IFTRA ne fait pas tout. Il faut qu'il y ait d'autres laboratoires, publics ou privés, qui s'installent tout le long de la route nationale numéro 1. Voilà ce que moi j'ai dit. Donc, il y a un appel
à l'investissement dans le domaine de la vérification de la conformité, dans le domaine laboratoire des essais, dans le domaine de certification. Et on doit avoir des certificateurs à Dapaon, des certificateurs à Cara. On ne peut pas avoir des certificateurs à Lomé seul, non. Non, j'insiste là-dessus. La notion de certification peut générer entre 5 à 10 000 emplois. Parce que tous ceux qui vont intervenir dans chaque produit, on est en train de parler de soja seul. Ouais. Vous avez au moins 8 paramètres à vérifier avant de donner le certificat. Et ça, le certificat n'a pas besoin d'avoir son laboratoire. Même s'il a les moyens, il peut prendre peut-être, mais quand tu es jugé parti, souvent, c'est pas tellement bon. Ce qu'on recommande, c'est que ce que l'autre a donné comme résultat, tu envoies la même chose chez l'autre pour voir si vous pouvez comparer les résultats, s'ils sont fiables. On va appeler ça dans notre jargon météorologique l'intercomparaison. C'est très important. Maintenant, si vous n'avez personne sur le territoire, vous pouvez prendre quelqu'un de l'extérieur, vous prélevez le temps, ils sont obligés d'attendre. C'est ce qu'on fait souvent. Moi, je fais l'analyse d'huile des avions, le carburant, je prélève, j'envoie ça dans un laboratoire en Europe, et dès qu'ils reçoivent, ils ont 48 heures, ils me donnent le résultat. Donc, je fais ça tout le règlement dans d'autres produits, dans d'autres domaines, très poussés en point de vue technologique, mais pas alimentaire. Non, je ne fais pas alimentaire. Moi, je fais beaucoup de choses d'autres. Donc, la certification n'est pas compliquée. Il s'agit seulement de prélever, de sécuriser le lot que tu as prélevé, parce que souvent, les gens mélangent. J'ai vu ça au niveau du coton. Le coton, on a deux types de classification. Ce qu'on appelle le premier choix et le deuxième choix. C'est pas payé de la même façon. Ceux qui ont le premier choix, ils savent que le revenu est plus élevé que le deuxième choix. Donc, quand tu dis à quelqu'un que ton coton n'est pas du premier choix, le gars, il est malade. C'est-à-dire que le revenu qu'il va avoir avec le bon qu'on lui a donné serait faible. Donc, du coup, on a un problème de classification du coton dans la plupart de nos pays, où souvent, on fait un peu de mélange du premier et du deuxième choix. Bon, on va conclure cette émission en 30 secondes chacun. Alors, Maurice Pitassa, ce que moi je retiens, c'est qu'il y a du pain sur la planche, derrière le slogan « Consommer local ». Oui, il y a du pain sur la planche, il y a du travail à faire. Il faut, comme je l'ai présenté dès le début, il faut agir sur tous les leviers qui vont permettre de baisser le prix, de rendre les produits accessibles. Accompagner les PME, c'est important. Il faut des stratégies appropriées aux PME. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, ce qui se passe, pour aller très vite, c'est qu'on met tout le monde dans le même panier. Il y a ce qu'on appelle en technologie de traitement des aliments, le principe de l'homogénéité de la masse traitée. Ça veut dire que quand vous voulez traiter un produit, vous vous assurez que le produit soit homogène. Mais là, aujourd'hui, on met les grandes entreprises. Les campagnes de société privée en Afrique, par exemple au Togo, on met les grandes entreprises, les petites les moyennes entreprises dans le même lot, avec les mêmes tests, les mêmes lois, les mêmes accompagnements. Ça ne pourra pas marcher. Il faut que les PME aient un cadre stratégique et opérationnel propre à eux. C'est comme ça qu'on peut aller vers un accompagnement plus personnalisé et on peut baisser les prix et agir. Deuxième niveau rapidement, comme on l'a parlé, tout ce qu'on vient d'évoquer sur l'infrastructure de la qualité, comme l'a dit le directeur, quand on met ça en place, que ça devient opérationnel, ça permet de créer des emplois. Et qui dit création d'emplois, dit aussi amélioration de revenus et donc du pouvoir d'achat. Et quand le pouvoir d'achat est amélioré, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça se répercute sur la consommation. Et quand ça se répercute sur la consommation, en même moment, ça se répercute sur la production. Parce que on vend, on a les moyens, donc on peut améliorer la production et on a ce qu'on appelle l'économie d'échelle au niveau de la production. Et quand on a l'économie d'échelle de la production, ça se rabat encore sur le prix. Donc c'est un cercle vertueux qu'il faut entretenir au fur et à mesure pour que la consommation locale devienne effective. Et quand on a le cercle vertueux, on se porte mieux. On est réélu. moi, je voudrais 30 secondes. Je voudrais, comme le collègue très rapidement, Moïse vient de le dire, inviter surtout les autorités, surtout les autorités ministérielles, que lorsque quelqu'un a un programme, une initiative, un projet pour encourager la consommation locale, pour encourager les agriculteurs, les producteurs, les artisans, ainsi de suite, à tous les niveaux, que les fonds alloués soient vraiment aillent directement aux bénéficiaires et que les gens ne puissent pas politiser ces fonds-là, parce que des fois, lorsqu'on le politise, ça change le comportement de ceux qui bénéficient. Tout à fait. Et les gens disent, comme c'est le chef d'État qui a envoyé, moi je vais faire ce que je fais, le fait ne va rien me faire. Donc il faudrait que ces autorités-là puissent faire. Merci en tout cas, merci à vous. Merci Johnson Richeli. C'est un plaisir de vous avoir eu. Oui, mais pour conclure rapidement, c'est juste vous dire que c'est bien le slogan « consommer local », mais ça veut dire seulement que nous devons changer de mentalité, de paradigme.
Au petit déjeuner, mangeons comme on faisait très, très souvent du veillis, des mets, c'est déjà quelque chose. Mais veillons à ce que souvent, de la production jusqu'à l'assiette, on utilise des normes. Voilà mon slogan de toujours. Merci. Et on arrive donc à la fin de ce forum. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.